Alors d'abord, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai eu des retours positifs de la partie de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était très important pour moi parce que j'avais pas envie de trahir Saint-Exupéry. Et en touchant à l'intime chez Saint-Exupéry, ben, je voulais être sûr du fait que je ne trahirais pas. Les choses sont compliquées avec Saint-Exupéry. On évoquait tout à l'heure les problèmes qu'ont les successions les unes avec les autres, le fait que pendant longtemps, on a eu tendance parfois à diaboliser un petit peu Consuelo de Saint-Exupéry. Bon, ça n'empêche pas que tout ça est transcendé par la force incroyable de cet amour, de ces échanges entre les deux, de ce que ça a pu engendrer, aussi bien Le Petit Prince que d'autres œuvres. Il y a là quelque chose de très fort. La deuxième chose qui m'a beaucoup touché, c'est que le bouche-oreille, ce qui a fait vendre ce livre, c'est beaucoup le bouche-oreille. Et j'ai été frappé par le fait que beaucoup de lecteurs et beaucoup de journalistes, alors que rien ne les obligeait à revenir vers moi, quand un journaliste a fait son travail, 15 jours après, il est déjà ailleurs. Il suit, lui, il surfe sur le flot de l'information. Des gens m'ont rappelé pour me dire, mais il y a quelque chose qui est très étonnant avec ce livre, c'est que 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, il nous reste encore une formidable impression de tendresse. Eh bien, si je suis modestement arrivé à faire passer ça, c'est que je n'ai pas trop perdu dans cette histoire. Parce que c'est ce qui, personnellement, m'a fasciné. C'est l'incroyable tendresse qui émane de la vie, de l'œuvre de Saint-Exupéry. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur, au sens le plus étroit du mot. Et je pense que dans cette société un peu déboussolante, qui a tendance à se mondialiser, à se virtualiser, où les gens ont perdu leur grand point de repère, les grandes idéologies sont malades, les grandes religions sont malades, elles ont tendance à flirter avec l'intégrisme un peu partout. Nous vivons une période de la course du balancier où beaucoup d'hommes politiques se cherchent. Les syndicats, les partis politiques ont du mal à trouver leur voie. On a l'impression de traverser une sorte de crise passagère où les gens savent qu'ils doivent trouver de nouveaux points de repère. Et tout le bien qu'on peut leur souhaiter, c'est de les trouver, ces nouveaux points de repère. Mais il ne faut pas oublier qu'en la matière, il y a des valeurs sûres, il y a des choses intangibles. Et d'une certaine façon, Saint-Exupéry nous rappelle au règlement. Il nous rappelle qu'il y a des choses sûres, incontestables. Et qu'entre autres, notre vie ne commence à prendre du sens que lorsque nous nous tournons vers les autres. Et je le répète, dans cette période où les gens ont tendance à être un peu en orbite autour d'eux-mêmes, autour de leur nombril, autour de leur moi, qui est de plus en plus envahissant, mais où en même temps, les gens qui ont entre 15 et 25 ans cherchent à se dévouer à des causes nobles, à des ONG humanitaires, à se tourner vers les autres. Toute la théorie du développement durable que beaucoup de gens instrumentalisent, qui sert d'alibi à beaucoup de gens, en même temps, elle vient d'une prise de conscience. L'homme ne peut pas se conduire en irresponsable. Il ne peut pas se conduire comme les Huns d'Attila, qui pensaient que de toute façon, après eux, le déluge. Voilà, c'est sur cette trajectoire que Saint-Exupéry nous place. Et ce qui est fascinant, c'est que du fond des années 20, du fond des années 30, du fond des années 40, à travers ses écrits, Saint-Exupéry nous décrit les travers du monde contemporain, celui d'après l'an 2000, et surtout, il nous délivre un certain nombre d'antidotes susceptibles de nous aider aujourd'hui à mieux vivre ensemble et à trouver les bons points de repère. Totalement, et ça c'est vrai dans une lettre inédite que je publierai à la fin de l'année de Saint-Exupéry, une lettre à son ami Louis d'Aléas, qui était un grand libraire philatéliste qui habitait à Casablanca, ami depuis longtemps de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nous rappelle que cette notion de développement durable, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, ne saurait se limiter à Dame Nature. Du fond des années 30, il nous fait déjà passer un message avec plusieurs décennies d'avance, vous vous rendez compte. Il nous rappelle que le véritable problème écologique, c'est beaucoup plus un problème d'urbanisme qu'un problème lié à Dame Nature.
Alors que depuis quelques mois, sur la planète, nous savons que maintenant, il y a plus d'un homme sur deux qui vit en milieu urbain ou suburbain, c'est-à-dire dans des villes ou dans des banlieues. Le vrai problème, dans quelle ville, dans quelle banlieue voulons-nous nous entasser dans les décennies et dans les siècles à venir? Le véritable problème écologique, il est là. Le véritable problème de développement durable, il est là. Comment allons-nous régir le concept du vivre ensemble en milieu urbain et suburbain? C'est là que tout va se jouer. Ça sera l'enfer ou ce ne sera pas l'enfer, en fonction de la façon dont nous gérerons l'urbanisme, de la façon dont nous gérerons nos relations sociales. Et ça, c'est une chose sur laquelle Saint-Exupéry met le doigt dès les années 30. Dans cette lettre inédite à Louis d'Aléas, il parle de ces architectes qui ont tendance à empiler les buildings comme des crottes dans les villes. Il a un mot très dur, très dur. Et il désigne cette absence d'urbanisme qui, déjà à l'époque, commence à déferler dans certaines métropoles d'Amérique ou d'Amérique du Sud, tant il est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques décennies de décalage entre les Amériques et la vieille Europe. Bon, aujourd'hui, ce décalage, il est résorbé. Et vraiment, relisez Citadelle, relisez Pilote de guerre, relisez Le Petit Prince, vous y trouverez les bonnes questions et les bons points de repère pour ces premières décennies du troisième millénaire. Oh, cette toute première lecture, c'est forcément une lecture d'enfance, donc une lecture émerveillée, qui, bien entendu, était d'autant plus intense qu'elle passait simultanément par le texte et par l'image, c'est-à-dire par les dessins de Saint-Exupéry. Et ce qui est magnifique dans les éditions du Petit Prince, c'est la formidable clarté de la typographie, la combinaison de la typographie avec les dessins du Petit Prince. Il y a quelque chose de magique, jusque et y compris dans la mise en page des éditions originales du Petit Prince. C'est ça qui est fait merveilleux et c'est ça qui fait que ça inscrit très tôt dans le cœur, dans les rêves, dans l'esprit de l'enfant que j'étais et que nous avons tous été un jour. C'est peut-être là que les choses commencent à se transmettre et ça ne se dément pas quand on progresse. J'ai retrouvé, et j'ai fait une analogie dans le livre entre Hans Christian Andersen et Le Petit Prince, pour une raison fort simple. Quand il est enfant, Marie, la maman de Saint-Exupéry, à la fois pour l'éduquer et pour le détendre, a l'habitude de lui lire des contes. Et quand elle lui lit des contes, elle ne lui lit pas les contes de Grimm. Elle ne lui lit pas les contes de Perrault. Elle lui lit les contes d'Andersen. Vous avez deux galaxies en matière de contes de fées. À ma main gauche, les contes de Grimm et de Perrault, qui sont des histoires grand-guignolesques, où les belles-mères passent dans des bassines pleines d'huile bouillante, où il y a toujours du grand guignol à n'en plus finir, mais où tout finit bien. Perrault, Grimm, c'est du grand guignol, mais ça finit toujours bien. Parce que ces histoires, qui sont des contes, au sens le plus traditionnel du mot, sont ce que j'appelle des histoires à dormir debout. Ce sont des histoires faites pour endormir les enfants sages ou pas sages. Vous remarquerez que chez Grimm et chez Perrault, on ne transgresse jamais l'ordre social. La seule façon, quand vous naissez catin d'auberge, souillon d'auberge ou valet de ferme, la seule façon de devenir roi, reine ou princesse va passer par le surnaturel, par l'extraordinaire. Il faut une marraine fée, il faut des épreuves magiques, il faut des bottes de 7 lieues, il faut des coups de baguette magique, il faut l'intervention de la magie. L'ordre des choses ne permet pas de transcender, de transgresser l'ordre social. Chez Andersen, rien à voir avec tout ça. Chez Andersen, on est dans un univers où, en général, les histoires finissent mal, et ce ne sont pas des fables, ce sont des histoires de vie. C'est la vraie vie. Souvenez-vous, la petite marchande d'allumettes, la princesse au pois, la petite sirène. Toutes ces histoires véhiculent une mélancolie incroyable, et elles véhiculent la vraie vie. On n'est pas dans des histoires à dormir debout. Une des plus symptomatiques, c'est la petite marchande d'allumettes. C'est le dilemme terrible qui est celle de cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses allumettes?
Si elle les craque tout de suite, elle ne mourra pas de froid à court terme, mais à terme, elle mourra de faim, elle n'aura plus rien à vendre. Et si elle ne les craque pas, elle aura des choses à vendre plus tard, mais elle va mourir de froid à court terme. Donc c'est un débat cordélien, c'est quelque chose de terrible. C'est ça la vraie vie. Hein, c'est pas soporifique. C'est pas du somnifère, les histoires d'Andersen. Il y a un très grand cousinage entre Andersen et Saint-Exupéry. Et c'est pas pour rien que Saint-Ex a été bercé par les histoires d'Andersen. Dans les deux cas, les histoires de Saint-Ex, les histoires de Hans Christian Andersen sont des histoires qui nous éveillent.